Alors, mon cher Maston, que nous veut notre cher président? Pourquoi nous convoque-t-il? Je n'en sais pas plus que vous. Comment, vous? Le secrétaire de notre club? J'ai reçu, comme vous, l'invitation de notre président. Et c'est tout. Oh, moi qui étais arrivé de bonne heure pour être un peu renseigné... Vous ne le serez pas par moi, en tout cas. Il s'agit peut-être de la dissolution de notre club? Vous ne parlez pas sérieusement, je pense. Et pourquoi pas? Au point d'inaction où nous en sommes arrivés. Parce qu'on ne dissout pas un club comme le nôtre avec cette facilité. Nous sommes le Gun Club. Ne l'oubliez pas. Oui, 1833 membres effectifs et 30 575 membres correspondants. Qui tous ont contribué en Amérique au perfectionnement des canons et des armes à feu. Mais je sais, mais que signifient ces perfectionnements s'il n'y a plus de guerre? Ah, évidemment, c'est très joli d'avoir des idées, mais encore faut-il qu'elles puissent servir à quelque chose. Ces dernières années, avec la guerre de sécession, ont été évidemment providentielles pour nous. Et bien entendu, nous ne pouvions pas espérer que cette guerre durerait toujours, mais de là... Et il aurait pu certainement durer un peu plus longtemps. Vous vous souvenez, Maston, puisque cela ne remonte qu'à quelques mois? Ah, c'était le bon temps. Lorsque nos busiers, à peine inventés, étaient aussitôt fondus et aussitôt essayés contre l'ennemi. Oui, du moins on savait où on allait. Mais vous n'ignorez pas que j'ai un nouveau mortier, n'est-ce pas? Eh bien, que voulez-vous que j'en fasse? Ah oui, à quoi bon tant d'études? Et tant de sacrifices. Oh, attention, Hunter, votre jambe de bois va prendre feu. Oh, merci. Ça m'est déjà arrivé une fois, c'est suffisant. Et pourtant, toute l'Amérique a le droit d'être fière de nous. Quel progrès nous avons fait faire à la balistique. Il n'y a pas si longtemps qu'on s'émerveillait de voir un boulet de 36 qui, à une distance de 300 pieds, traversait 36 chevaux pris de flanc et 60 hommes. Et maintenant, le canon Rodman peut envoyer à 7 miles un boulet d'une demi-tonne qui renverserait 150 chevaux et 300 hommes. Non, permettez. Cette dernière expérience n'a pas été tentée. Évidemment, puisque les hommes n'ont pas voulu s'y prêter. Ce que je vois surtout dans tout cela, c'est qu'un jour on quitte une vie tranquille, on abandonne Baltimore pour les champs de bataille, on perd bras et jambes, et pourquoi, je vous le demande un peu, si au bout de 3 ans, il faut renoncer aux bénéfices de tant de sacrifices? Mais enfin, si les peuples du Nouveau Monde semblent s'être donné le mot pour vivre en paix, que pouvons-nous y faire? C'est bien là le drame. Savez-vous de quoi s'inquiète la Tribune en première page ce matin? Non? Maston, vous ne le savez pas? Non? Eh bien, de l'accroissement inquiétant des populations. Ah, bah évidemment, c'est fatal. Bien, moi, j'ai pensé à une solution. On se bat toujours en Europe, n'est-ce pas? Bah oui, bien sûr. Alors pourquoi n'offrons-nous pas nos services? Quoi? Faire de la balistique au profit des étrangers? Cela vaudrait mieux que de n'en pas faire du tout. À un certain point de vue, peut-être. Mais en fait, c'est impossible. Pourquoi cela? Parce que dans le vieux monde, ils ont des idées sur l'avancement, mais qui sont absolument contraires à nos habitudes. Ces gens-là s'imaginent par exemple que pour devenir général, il faut avoir servi comme sous-lieutenant. Non, je vous demande un peu. Eh bien alors, il ne nous reste plus qu'à aller planter du tabac. Renoncer? Ah, ça jamais! Enfin, est-ce que les Français ne couleront pas un seul de nos steamers? Ou est-ce que les Anglais ne se décideront pas un jour prochain à pendre, au mépris du droit le plus élémentaire, 3 ou 4 de nos nationaux? Mais non, aucun incident de ce genre ne se produira. D'ailleurs, même s'il se produisait, la susceptibilité américaine qui se perd de jour en jour nous empêcherait de réagir. Mais oui, messieurs, vous le savez comme moi, nous tombons en quenouille. En quenouille? Oui, c'est parfaitement exact. Mais dites-moi, l'Amérique du Nord n'a-t-elle pas appartenu autrefois aux Anglais? Eh oui. Eh bien, pourquoi l'Angleterre n'appartiendrait pas maintenant aux Américains? Ce serait justice. Mais allez proposer cela au président des États-Unis, mon cher. Vous verrez comme vous serez reçu. Eh bien, s'il compte sur ma voix, celui-là, aux prochaines élections, il peut toujours courir. Et sur la mienne, alors? Non, allons, ne nous énervons pas. Cette convocation d'aujourd'hui a bien une raison, c'est une assemblée générale, ne l'oubliez pas. Notre président a peut-être après tout quelque chose d'intéressant à nous communiquer. Espérons-le. Oui, en tout cas, il est l'heure de nous rendre à l'Assemblée. Bon, alors, allons, je vous en prie. Silence! Mes braves collègues, depuis trop longtemps déjà, une paix inféconde est venue plonger les membres du Gun Club dans un déplorable désœuvrement. Après quelques années d'une intense activité, nous avons dû nous arrêter net sur la route du progrès.
Et aujourd'hui, avouons-le sans fausse honte, n'importe quelle guerre serait pour nous la bienvenue. Silence! Silence! Oui, messieurs, restons calmes, je vous en prie. Et voyons les choses telles qu'elles se présentent, froidement, sans nous leurrer. Oui, pendant de longues années, nos canons ne tonneront pas sur les champs de bataille. C'est un fait. Et nous devons en prendre notre parti. Et chercher, dans un autre ordre d'idées, un débouché ou un aliment, comme vous voudrez, à l'activité qui nous dévore. Alors, après avoir beaucoup réfléchi, messieurs, j'en suis arrivé à me demander si, en utilisant les progrès sensationnels de notre balistique, nous ne pourrions pas tenter une grande expérience, digne de notre grand pays et digne du 19e siècle. Une expérience qui, croyez-moi, ne pourrait manquer de faire du bruit dans le monde. Beaucoup de bruit? Oui, et dans tous les sens du mot. C'est de la Lune dont je veux vous parler aujourd'hui. Oui, de la Lune, de Phébé, de cet astre des nuits, dont il nous est peut-être réservé d'être les Christophe Colomb. La Lune? Mais quoi, la Lune? Oh, nous serions dans la Lune? Silence! Allons, silence! Silence. Messieurs, asseyez-vous! Mes chers collègues, Silence! Silence! mes chers collègues, on sait tout de la Lune. Tout ce que les sciences mathématiques, l'astrologie, la géologie, l'optique ont pu découvrir. Mais aucune communication n'a jamais pu être établie entre elles et nous. Silence! Le président parle! Silence, s'il vous plaît. Silence! Oh, nous ne sommes pas les premiers à essayer d'explorer notre satellite. Dès le XVIIe siècle parurent en France, en Espagne et ailleurs, en France surtout, car ces gens-là s'occupent beaucoup de la Lune. Des relations... Silence, voyons! Des relations de voyages imaginaires. Et il y a même un Américain nommé Locke qui a décrit la Lune avec des montagnes, des hippopotames, des moutons à cornes d'ivoire et des habitants à ailes membraneuses, comme des chauves-souris. Mais c'était une mystification. D'ailleurs, notre grand Edgar Poe lui-même n'a-t-il pas envoyé dans la Lune un certain Hollandais, du nom de Hans Paul, dans un ballon rempli d'un gaz 37 fois plus léger que l'hydrogène, et qui a atteint la Lune en 19 jours. Mais tout cela, mes amis, n'est que de la littérature. Bien entendu, des tentatives scientifiques ont été faites aussi pour entrer en communication avec la Lune, mais vainement. Alors, écoutez-moi bien, c'est au génie pratique des Américains qu'il appartient de se mettre en rapport avec le monde sidéral. Et il y a un moyen simple et facile d'y parvenir. C'est ce moyen qui va faire l'objet de ma communication d'aujourd'hui. Mes chers collègues, vous savez quel progrès immense nous avons fait accomplir à la balistique. Et nul ne peut mesurer où nous serions arrivés si la paix n'avait pas malencontreusement interrompu nos efforts. Vous savez donc que la résistance des canons et la puissance de la poudre sont illimitées. Qui nous empêche alors, au moyen d'un appareil suffisant, d'envoyer un boulet dans la Lune? Un boulet dans la Lune? Un boulet dans la Lune? Mes chers camarades, Le président! avant de nous réunir, j'ai donc étudié la question. Et aujourd'hui, ce que je peux vous proposer, c'est de tenter cette expérience. Lunette, alors, qui veut voir la Lune à 1 mètre? Oh, mais ne poussez pas comme ça, quoi, alors. Vive Barbicane! Tu la vois la Lune, mon chéri? Oui, mais qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui envoyer un gros boulet avec un gros canon. Alors elle va tomber sur nous? Non, ne crains rien. Pourquoi est-ce qu'on lui envoie un boulet? Pour lui dire que nous sommes là et que nous pensons à elle. Demandez les dernières nouvelles. Demandez les dernières nouvelles. Chicago Tribune, dernière nouvelle. Boulet dans la Lune.
La Gazette de Philadelphie, demandez les dernières nouvelles. La Tribune de Cincinnati, le Gun Club de Baltimore dans la Lune, édition spéciale. Boston Journal, demandez le Boston Journal, dernière édition, tous les détails. Hé, tu as le journal? Et Oui, bien voilà. sûr. Oh, cette photo, c'est la lune. Eh oui, qu'est-ce que tu veux que ce soit? Oh, ces trous, qu'est-ce que c'est que ces trous? Des volcans. Des volcans? Ah, mais oui, ils sont éteints. Et tu crois que nous irons bientôt les voir? Et pourquoi pas? Mais qu'est-ce qui se passe au théâtre, hein? Eh bien, on casse tout. Bah, pourquoi? Un procès, ils avaient affiché beaucoup de bruit pour rien. Ah, ça par exemple, c'est du toupet alors, hein? Oui, mais on ne peut pas laisser passer une telle insulte. Eh, ce sont des ennemis. Vite, allons-y. Allons-y, Oui, allez. allons-y. Mes chers amis, je vous ai convoqué aujourd'hui en petit comité pour vous mettre au courant de la réponse que nous avons reçue de l'université de Cambridge dans le Massachusetts. Son bureau astronomique, qui est certainement le premier du monde, répond non seulement avec précision à toutes nos questions, distance de la Terre à son satellite, moment le plus favorable pour notre lancement, quel point du ciel devra-t-on viser, etc., etc. Oui. Mais encore, il se met à notre disposition pour tout ce qui est de sa compétence. Et il joint, pour terminer, ses félicitations à celles de l'Amérique tout entière. C'est donc en nous basant sur les précieuses indications qu'il nous envoie que nous allons nous mettre au travail. Ah, la balistique, la science de demain. Peut-être auriez-vous trouvé logique de consacrer nos premiers soins à la détermination de l'engin. En effet. Il m'a pourtant semblé que la question du projectile devait primer celle du canon. Ah, notre président a raison. Ce boulet, c'est notre messager, c'est notre ambassadeur. Et je vous demande la permission de le considérer à un point de vue purement moral. Si c'est ainsi que vous voyez les choses... Exactement. Alors laissons donc de côté le boulet qui tue pour n'envisager que le boulet moral, le boulet manifestation de notre puissance humaine. Très bien. Oui, car si Dieu a fait les étoiles, l'homme a fait le boulet. Cette réduction des astres errant dans l'espace. Voulez-vous des chiffres? Non, nous les connaissons, mon cher Ah ami. oui, excusez-moi, mais ce que je voulais vous dire, c'est que si nous pouvons vintupler la vitesse initiale du boulet à la sortie du canon, il atteindra sans peine la Lune. Comme un splendide projectile, un glorieux ambassadeur terrestre. Messieurs, si nous abandonnions la poésie pour étudier directement le problème. Oui, nous sommes ici pour cela. Puisque j'étais pendant la guerre membre de la commission d'expérience, je peux vous renseigner. La Columbia Rodman lançait un boulet qui atteignait 800 yards à la seconde, alors que les Anglais n'ont jamais réussi. Oh, les Anglais! Je vous en prie, Matson. Alors, colonel, ces 800 yards seraient donc la vitesse maximum atteinte jusqu'ici. Exactement. Permettez-moi de vous faire remarquer que si mon mortier n'avait pas éclaté, j'aurais atteint... Oui, Oh, mais il a éclaté. De plus, je vous prie de remarquer qu'il n'est pas question ici d'un boulet de dimension normale. Pourquoi cela? mais parce que ce boulet doit pouvoir attirer l'attention des habitants de la Lune. S'il y en a. Bien entendu, s'il y en a. Oui, mais il y a une autre raison plus importante encore. C'est que ce boulet, nous devons ne pas le perdre de vue pendant tout son parcours. Nous devons le voir atteindre son but. Sinon, que signifierait notre expérience? Mais il va être énorme alors. Il sera gros, évidemment. Mais n'oubliez pas non plus qu'il existe de puissants télescopes qui sont gênés dans leurs observations parce que la Lune, pouvant être considérée comme un miroir réfléchissant, n'est pas assez lumineuse. Et alors, vous avez trouvé un moyen de la rendre lumineuse? Oui, fort simple. En diminuant l'épaisseur de l'atmosphère que traverse la lumière de la Lune, c'est-à-dire en établissant un télescope sur une montagne très élevée. Génial. Mais laissez-moi faire des calculs. Non. Voyons, si je comprends bien. Le poids de ce projectile sera tel... Allons, messieurs, nous n'allons pas nous laisser arrêter par une telle considération. Souvenez-vous qu'au siège de Constantinople, en 1543, on lança des boulets de pierre qui pesaient 1900 livres. Oui, bien sûr. Et à Malte, au temps des chevaliers, un canon ne lançait-il pas des projectiles pesant 2500 livres? Alors, vous ne me ferez tout de même pas admettre que nous, Américains, en 1865, nous ne sommes pas capables de décupler le poids des boulets de Mahomet ou des chevaliers de Malte. Évidemment. Mais quel métal comptez-vous employer? De la fonte? Fi, quel métal vulgaire pour un boulet destiné à la Lune. Bon, alors... Eh bien, j'ai étudié la question, messieurs. Et le seul métal qui puisse nous convenir,
c'est l'aluminium. Mais mon cher président, avez-vous songé au prix de l'aluminium? Combien pèserait ce projectile? D'après mes calculs, 19 250 livres. C'est un chiffre énorme, et par conséquent une somme énorme aussi. Ah, ne craignez rien, messieurs, l'argent ne fera certainement pas défaut à notre entreprise. Mais oui, il pleuvra dans nos caisses. Ne l'oubliez pas, nous sommes en Amérique. Alors adoptez. Adoptez. Et je vous propose un boulet rond, qui une fois dans le vide tournera sur lui-même si cela lui plaît, et se comportera à sa fantaisie. Oui, de l'aluminium. Un boulet rond. Adoptez. Puisque vous êtes d'accord sur ces points, nous étudierons demain la question du canon lui-même, si vous le voulez bien. N'oubliez pas que d'après les calculs de l'observatoire de Cambridge, notre boulet, s'il doit rencontrer la Lune au moment où elle passera au zénith, doit être lancé le 1er décembre de l'année prochaine, à 11h moins 13 minutes 20 secondes. Sinon, notre expérience sera retardée de 18 ans et 11 jours. Nous serons prêts. Nous serons prêts. Alors, au travail, messieurs. La question aujourd'hui est importante, puisqu'il s'agit du canon lui-même. Je ne vous rappelle pas les détails techniques que vous connaissez aussi bien que moi. Mais ce que nous devons déterminer avec précision, c'est la longueur que devra avoir notre pièce. Ah, j'ai fait mes calculs. Un demi-mile au moins. Allons, Maston, vous exagérez. Vous allez tout de même trop loin. Sachez, messieurs, qu'un artilleur est comme un boulet. Il ne peut jamais aller allons, trop mes loin. amis. Mais mes calculs à moi donnent 225 pieds. Oui, c'est un pistolet alors. Eh bien, moi, je vous propose de quadrupler cette longueur. Oh, mais diable, comment dresserez-vous une pareille masse? Pas sur un affût, tout de même. Non, à même le sol, coulé dans une masse épaisse de maçonnerie. Ce sera un travail énorme. Énorme en effet. Mais le résultat le sera encore bien davantage. Ne perdons pas notre temps en considération générale, car nous avons encore à déterminer dans quel métal doit être faite cette pièce et quelle poudre nous devons employer. Donc continuons, messieurs, continuons, je vous en prie. Travaillons, alors, travaillons, c'est pas possible. Les villes de Baltimore, première nouvelle, tous les problèmes sont résolus. Voyez les détails, projectiles, canons, poudre, tout est au point. Oh là là, mais nous écrasons pas comme ça, quoi. Mais donc, vous Il y en pouvez aura me pour laisser tout le passer, monde. mais- La tribune de Wayne, nous écrasons pas comme ça. Eh bien, messieurs, nous avons bien travaillé. Et nous n'avons plus que quelques détails à régler. Oh, des bagatelles. Oui, peut-être, mais qui doivent cependant être élucidées. Je parle de la question d'argent et de l'endroit où doit être installée notre pièce colossale. Mais où donc? Chez nous, évidemment. Oui, mais n'oubliez pourtant pas la condition essentielle indiquée par Cambridge. Le canon doit être installé dans un pays situé entre 0 et 28 degrés de latitude nord ou sud. Et vous savez que notre pays... Vous ne songez tout de même pas à l'édifier hors des États-Unis? Certainement pas, mais... Mais s'il faut chercher hors des États-Unis, le Mexique remplirait les conditions voulues, n'est-ce pas? Comment, vous, Meston? Vous, un fervent patriote, vous qui n'avez pas hésité à sacrifier votre bras droit au service de votre pays, vous songeriez... Eh non, mon colonel, non. Ce que je demande seulement, c'est si le Mexique convient que nous déclarions la guerre au Mexique. Tôt ou tard, cette guerre se fera. Donc elle éclate aujourd'hui ou demain, qu'importe. Et ainsi... Meston, si vous continuez, je vous retire la parole. D'ailleurs, si vous m'avez laissé parler, je vous aurais dit que nous avons ici ce qu'il nous faut. Toute la partie méridionale du Texas et de la Floride sont toutes désignées. La Floride n'a qu'une seule ville, le Texas en a d'importantes. À nous de choisir. Ah, j'aime mieux cela. Un problème de ce genre ne saurait en effet nous troubler longtemps. Vous m'avez fait appeler, mon cher président. Mais vous avez l'air épuisé. Je le suis, en effet. Y aurait-il quelque chose de faux dans nos calculs? Non, de ce côté tout va bien. Mais les gens de la Floride et ceux du Texas ne me laissent pas une seconde de répit. D'ailleurs, si vous avez lu les journaux... Non, j'ai vu les gens dans les rues. Ils sont comme des fous. L'American Review accusait ce matin la Floride d'avoir une spécialité de fièvre paludéenne. Oui, mais le New York Herald prétendait qu'au Texas, le vomito negro sévissait à l'état endémique. Il n'y a pas que les journaux. Regardez, ce paquet de lettres. Les députés surtout sont déchaînés. Les uns nous menacent des Séminotes de la Floride, les autres des Apaches du Texas. L'un a du coton à nous offrir, l'autre du sable. Oui, mais n'avez-vous pas dit l'autre jour qu'en Floride, il n'y avait en réalité qu'une seule ville? Oui, et au Texas, 11. Alors, comment hésitez-vous? Mais vous avez raison, j'aurais dû y songer. Nous irons en Floride.
Recommencer à subir la rivalité des 11 villes du Texas, je vous avoue que cela dépasse mes forces. La Floride, c'est la Floride qui l'emporte. Taisez-vous donc, tas d'idiot. Cette misérable presqu'île sautera au premier coup de canon. Oh non, comment, mais je suis floridien, monsieur. Eh bien, si elle doit sauter, qu'elle saute. Vive le Texas. Vive le Texas. Aujourd'hui, messieurs, j'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Vous savez que pour financer notre expérience, nous avons lancé un appel à tous les hommes de bonne volonté du monde entier. Oui, un appel traduit dans toutes les langues. Et envoyé à tous les pays. Vous connaissez déjà le succès, qui n'a pas pu vous surprendre, de notre appel en Amérique. Mais sachez que tous les pays du monde ont répondu dans la mesure de leurs possibilités. J'ai là les chiffres. Ah, très intéressant. Prodigieusement intéressant. Ainsi, la Russie, qui s'est toujours intéressée aux études astronomiques, verse comme contribution 21 millions de francs. Et la France? Oui, dites-moi, la France. La France a commencé par plaisanter, comme toujours. Mais elle nous a fait parvenir 1 253 930 francs. C'est une jolie somme. L'Autriche a été généreuse aussi, mais elle est pauvre. Sa souscription s'élève à 125 000 francs. Et la Turquie, hein, dont toute la vie est réglée sur la Lune. A-t-elle été généreuse, au moins? La Turquie... voilà. 343 160 francs. Et le Danemark, vous ne le croiriez jamais, un si petit pays, eh bien, il a versé 117 441 francs. C'est vraiment très gentil de sa part. Et la Suisse? Eh bien, la Suisse, il faut le dire franchement, n'a pas bien vu le parti qu'elle pouvait tirer de cette histoire. Pour elle, un boulet n'est pas un moyen d'établir des relations d'affaires. Remarquez qu'elle a peut-être raison. Alors, elle n'a rien donné? Si, 257 francs. Quant à l'Espagne, c'est autre chose. Il lui a été impossible de réunir plus de 59 francs 48 centimes. C'est un pays où la science n'est pas très bien vue, vous savez. Bref, tout le monde a donné quelque chose. Non. La Grande-Bretagne n'a pas souscrit du tout. Notre entreprise lui a semblé contraire au principe de non-intervention. Par exemple. Mais que ce détail ne vous impressionne pas, car en réalité, nous n'avons pas besoin de cette contribution. Alors c'est magnifique. Et maintenant, rien ne saura nous arrêter. Mes amis, cette fois nous touchons au port. Regardez, la Floride s'offre à vous. Et pas en retard sur notre horaire, puisque nous sommes le 22 octobre. Nous avons 14 mois devant nous. Voyez cette foule qui nous attend. Oui, mais nous ne venons pas ici pour nous faire acclamer, mais pour travailler. Et dès demain, nous monterons à cheval pour reconnaître le pays et choisir notre emplacement. Je crois indispensable de couler notre pièce dans les hautes terres. Pour être plus haut de la Lune? Non, mais pour éviter d'avoir à lutter contre les eaux souterraines. Comme je voudrais déjà, au lieu de ces acclamations, entendre le premier coup de pioche. Et moi le dernier, monsieur le président. Mes amis, quelle réception! Mais espérons qu'ils vont tout de même se calmer pour nous laisser dormir un peu cette nuit. Savez-vous ce que signifie cette troupe armée qui se tient devant la porte? Oui, ils sont là pour nous défendre. Nous défendre contre qui? Contre les séminotes, c'est-à-dire contre des sauvages qui courent les prairies. Ils oublient avec quels ennemis nous nous sommes déjà mesurés? Il ferait mieux de nous fournir des ouvriers que des boucliers. Des ouvriers, nous en aurons, paraît-il, tant que nous voudrons. Nous ne sommes plus au temps de l'esclavage, ne l'oubliez pas. Non, il me semble au contraire que si nous y étions encore... Non, réfléchissez. Les hommes libres ne demandent qu'à gagner de l'argent. Et heureusement, nous en avons à leur offrir. Demandez la Gazette, 1500 ouvriers au travail. La tribune, dernière nouvelle, demandez la tribune. Les travaux avancent à grands pas, demandez les dernières nouvelles. La L'édition spéciale, travaux colossaux. Voyez tous les détails. Fuyez le coulage de l'énorme canon et commencez, le monde entier en attend. Demandez la Gazette. La pièce est entièrement coulée. Travail admirable. On attend son refroidissement. Le refroidissement, le Gun Club en attend. Nous voilà au 10 août. Il nous reste à enlever le moule intérieur et à calibrer l'arme de notre canon. Et on ne peut même pas s'en approcher. Est-ce qu'il ne refroidira donc jamais?
La Gazette, dernière nouvelle, demandez la Gazette, dernière nouvelle. Victoire. Le refroidissement du canon a commencé. La Gazette. La tribune, demandez les dernières nouvelles. Le canon bientôt accessible. 4 mètres de gagné depuis hier. Dernière nouvelle, les travaux recommencent. La victoire est imminente. Mes amis, nous sommes aujourd'hui le 22 septembre et notre œuvre est terminée. Nous n'avons plus qu'à attendre la Lune. Elle sera fidèle au rendez-vous, soyez sans crainte. Vous pouvez annoncer que les visites sont maintenant autorisées. Ouais, mais ils vont s'étouffer sur la route avant même d'être à proximité. Toute l'Amérique va défiler. Le port éclate déjà. Eh bien, qu'on organise des services d'ordre. Nous sommes des techniciens et non des policiers. Et qu'on les fasse payer, hein, $5 par visiteur. Ce n'est pas ça qui va les arrêter. Dernière nouvelle. La visite du canon est autorisée. Prix $5. Billets d'entrée en vente dans toutes les banques et dans tous les bureaux de poste. Ah, mes amis, nous avons bien, il me semble, mérité quelques jours de repos. Oui, mais nous pouvons être fiers. Nous le sommes, nous le sommes. Oui, entrez. Ah, encore un télégramme. Encore des félicitations. Ah, ça par exemple. Rien de mauvais, j'espère. Mais écoutez, messieurs. Oui. France, Paris, 30 septembre, 4 heures du matin. Barbicane, Tampa, Floride, États-Unis. Remplacer obus sphérique par projectile cylindro-conique. Enfin, on entend souvent des choses. Partirait dedans. Dedans? Arriverait par steamer Atlanta, signé Michel Ardan. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une plaisanterie. Mais oui, on se moque de C'est nous. une plaisanterie bien française, en tout cas. Il y a vraiment des gens qui aiment gaspiller leur argent. Il y a bien, je partirai dedans, si c'était vrai pourtant. Vous ne parlez pas sérieusement. Voyons, mes amis, ne perdons pas notre temps à examiner cette absurde mystification. Pour parler de mystification, il faudrait d'abord que nous nous y laissions prendre. Alors, mettez ça au panier, c'est tout ce que ça mérite, voyons. Mais s'il s'agissait d'une lettre, oui, je n'hésiterais pas. Mais n'oubliez pas que c'est un télégramme. Eh bien, Ce télégramme a été lu avant nous par des employés français, irlandais, terre-neuviens, américains, et combien d'autres encore, peut-être. Par conséquent, l'Amérique est au courant. Je suis étonné que les journaux ne proclament pas déjà partout cette ridicule proposition. et alors, qu'allons-nous faire? Je ne sais pas, le temps nous l'apprendra. Mais le temps, on n'a pas le droit de tenir en suspens un pays tout entier. Eh bien alors, usons du télégraphe nous aussi pour savoir au moins si ce navire Atlanta a quitté l'Europe et s'il avait à son bord un nommé Michel Ardan. Et même si ce Michel Ardan existe. S'il existe, c'est un fou. Oui, mais alors c'est un cabanon qu'il lui faut et non un obus. La tribune. L'Atlanta en route pour l'Amérique. La tribune. La Gazette, demandez la Gazette. Michel Ardan attendu à Tampa Town. Michel Ardan en route pour la Lune. Alors, mon cher président, vous ne savez rien de plus. Si vous trouvez que ça ne suffit pas, cet individu a certainement décidé de ruiner nos projets. Non, voyons, vous croyez qu'il ferait le voyage uniquement avec cette intention? En tout cas, lui-même existe. Et il arrive. Oui, sauf imprévu, il sera là ce soir. Nous ne pouvons tout de même pas faire moins que d'aller au-devant de lui. Ah ben, hein. c'est certain. Allez. Dites-moi, comment allons-nous le reconnaître? Mais en l'appelant. Michel Ardan! Michel Ardan! Raison! Oh! Vous le voyez? Mais oui! Celui-là là-bas, tenez, celui qui a cette chevelure Ardan! Oh, fichtre, il paraît solide pour un Français. Et nullement fou, regardez-le se frayer un chemin. Il nous a reconnus et vient droit vers nous. Ah, allons au moins au-devant de lui. Salut, messieurs! Qui d'entre vous est Barbicane? C'est moi. Ah, eh bien, bonjour Barbicane. Comment cela va-t-il? Mais très bien, merci. Et vous? Très bien aussi. Excellente traversée, alors c'est parfait. Et ces messieurs? Ce sont mes collaborateurs les plus directs. Monsieur Maston, le colonel Blomsberry, Tom Hunter et mon ami Billsby. Je vous salue, messieurs. Dites-moi, Oui. avant que les journalistes s'emparent de vous, dites-moi, vous êtes vraiment décidé à partir? Absolument décidé. Enfin, je veux dire, avez-vous réfléchi? À quoi? Eh bien,
aux difficultés. Ah, écoutez, Barbicane, je trouve une occasion d'aller faire un tour dans la Lune et j'en profite. Cela ne mérite pas tant de réflexion. Ah, dis donc, avez-vous modifié votre projectile comme je vous l'avais demandé? Non. Nous attendions votre arrivée et nous voulions être sûrs. Que j'existais. Eh bien, vous voyez, j'existe. J'existe et je suis résolu à partir. Et je suis prêt à l'expliquer moi-même à toute la Floride et même à toute l'Amérique. Je n'ai pas peur des objections, je les attends de pied ferme. Mais entendu, alors en route! Ce n'est pas un fou, c'est un héros. Moi, à ce stade-là, la différence n'est pas grande. Mais on peut quand même, je crois que ça finit dans l'avoir de cette façon-là, et on pourrait se dire... Messieurs, laissez-moi vous dire d'abord que vous n'avez pas affaire à un véritable ignorant. Et je sais que ce voyage que je suis décidé à entreprendre est une expérience qui devait être tentée un jour ou l'autre. Ce jour est arrivé. Et je suis heureux que votre initiative et votre génie balistique me permettent de prendre passage dans un projectile destiné à atteindre la Lune. Tous vos efforts ont été suivis dans le monde entier avec passion et ont suscité partout, ou à peu près partout, l'admiration. L'homme a commencé à voyager à quatre pattes, puis sur deux pieds, puis en charrette, puis en voiture, etc., etc. Eh bien, laissez-moi vous dire que pour moi, le projectile est la voiture de l'avenir. Projectile trop rapide, me direz-vous, pour être un véhicule. Pourquoi donc, messieurs? La Terre elle-même, dans son mouvement de translation autour du Soleil, ne nous entraîne-t-elle pas 3 fois plus rapidement? Et est-ce que cela nous gêne? Soyez sûrs, messieurs, que l'océan atmosphérique sera bientôt traversé comme les océans terrestres. On ira aux planètes, on ira aux étoiles, comme on va aujourd'hui de Liverpool à New York. La distance n'est qu'un mot relatif, et elle sera un jour ramenée à 0, car la distance est un vain mot, la distance n'existe pas. C'est vrai, voyons. Il a raison, la distance n'existe pas. Et attention, cher ami, vous allez tomber de l'estrade. Et entre votre chaise et le sol, la distance existe encore. Messieurs, ce boulet, cet obus, appelez-le comme vous voudrez, frappe toutes les imaginations parce qu'il est le premier. Mais ne vous y trompez pas, l'avenir est proche où des trains de projectiles seront expédiés vers la Lune. Projectiles dans lesquels on fera commodément le voyage en ligne droite sans même craindre des déraillements. Croyez-moi, messieurs, avant 20 ans, la moitié de la Terre aura visité la Lune. Hurrah pour Barbicane, surtout! Vive Barbicane! Et maintenant, mes amis, si vous avez quelques questions à me poser, je ne sais pas si je pourrai y répondre, mais je ferai de mon mieux. Est-ce qu'il y a des habitants dans la Lune? Ah, des hommes de grande intelligence. Plutarque, Bernardin de Saint-Pierre et beaucoup d'autres l'ont cru. Pour moi, je me contenterai d'affirmer que si les mondes qui nous entourent sont habitables, ou ils sont habités, ou ils l'ont été, ou ils le seront. Très bien. Oui, mais sont-ils habitables, justement? La question est grave. Et là aussi, toutes les opinions ont été avancées. Mais pour ma part, je l'ignore. Et c'est précisément parce que je l'ignore que je veux aller m'en rendre compte. Merci mes amis, merci. Un dernier mot cependant. Pourquoi la Terre serait-elle le meilleur des mondes? Pourquoi cette planète, dont l'axe est si fâcheusement incliné sur son orbite, ce qui nous vaut d'avoir toujours ou trop chaud
ou trop froid serait-elle un lieu d'élection? Alors que d'autres planètes, comme Jupiter par exemple, dont l'axe est peu incliné, doit jouir d'une température invariable et dont les années durent 12 ans, ne le serait pas. Ah, si notre axe de rotation était moins incliné... Eh bien, redressons l'axe de la Terre. Je crois que c'est terminé. Non, regardez, au deuxième rang, quelqu'un demande la parole là-bas. C'est mon ennemi, Nicole. Mais que veut-il? Semer le discrédit sur notre projet. Que voulez-vous? Il ne décolère pas. Jusqu'à aujourd'hui, la lutte était circonvenue entre nous deux, puisqu'il fabriquait des blindages et moi des obus. Seulement, il ne peut tout de même pas blinder la Lune. Mais chut, Ardent lui donne la parole. Je vous écoute, monsieur, car vous désirez parler, je crois. Oui, je voudrais simplement vous rappeler que nous sommes ici pour nous occuper de la Lune et non de la Terre. Très juste, monsieur, très juste. Et de plus, vous semblez oublier qu'il n'y a pas la moindre molécule d'air à la surface de la Lune. Qui dit cela, monsieur? Mais les savants, monsieur. Eh bien, apprenez, monsieur, que si j'ai une profonde estime pour les savants qui savent quelque chose, j'ai un mépris non moins grand pour ceux qui ne savent rien. Vous en connaissez donc. Certes, et rien qu'en France, pour être courtois, il y en a un qui soutient que mathématiquement, l'oiseau ne peut pas voler, et un autre qui démontre que le poisson n'est pas fait pour vivre dans l'eau. Votre mauvaise foi va jusqu'à la folie. Oh, dites jusqu'à la Lune, plutôt. Je parle de faits scientifiques. Moi aussi. Mais comme cette atmosphère, peut-être peu dense en effet, a été reconnue par certains, je crois que vous auriez tort d'être aussi affirmatif. Vous ferez bien alors de prendre vos précautions, car cet air, en admettant qu'il existe, risque d'être terriblement raréfié. Oh, il y en aura toujours assez pour un homme seul. Mes amis, je vous en prie. Vous désirez ajouter quelque chose, monsieur? 100 000 choses. Allons. C'est trop, croyez-moi. Oui, mais je n'en ajouterai qu'une. C'est que vous êtes un imprudent. Eh bien, est-ce que ce n'est pas mon droit? Ou d'ailleurs, en admettant que toutes ces difficultés soient résolues et que par miracle, vous arriviez sain et sauf dans la Lune, comment reviendrez-vous? Mais je ne reviendrai pas. Oh, bravo! Bravo! Ça a été long, mais au moins... Oui, mais vraiment, et puis alors, lui a pris le mec, Ah, mon cher Barbicane, faites fermer cette fenêtre, je vous en prie. Je suis étourdi de bruit. Avec plaisir, mon brave Ardent. Qu'est-ce que c'est que toute cette paperasserie? Votre correspondance. Ciel! Ces 3 piles de lettres sont des demandes en mariage. Allez jouer là-bas le rôle d'Adam avec une fille? Ah non, merci. Je n'aurais qu'à rencontrer un serpent. Mais, dites-moi, on se tutoie, n'est-ce pas? Si vous voulez. Oui, est-ce qu'il ne serait pas bon, enfin, étant donné que je suis ici depuis hier, que j'aille rendre visite à ce fameux canon? Tout est prêt pour vous y conduire. Oui, j'ai hâte de savoir s'il existe. Ah, c'est une pièce admirable. Son âme seule... Ah non, ne me parlez pas de l'arme d'un canon. Ces engins qui brisent, tuent, démolissent tout, ne peuvent pas avoir une arme. Alors, ce n'est pas le cas de celui-ci. Non, je reconnais que celui-là ne fera de mal à personne, ce qui est déjà stupéfiant de la part d'un canon. Mon très cher ami. Oui. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Une très grande nouvelle. Nous avons pris une décision. Tu ne partiras pas seul. Quoi? Non. Le colonel et moi avons décidé de t'accompagner. Oh, c'est magnifique! Eh bien, et moi? Non, notre but ne peut emmener plus de 3 voyageurs. Eh bien, il me semble que j'ai le droit d'être parmi ces 3, non? Le droit, bien sûr, mais il y a cependant un autre point délicat. Ah là, je demande une explication. Pensez à votre bras. Bon, c'est tout de même pas parce qu'il me manque un bras que je ne peux pas monter dans cet obus. Et quant au Mais poids... songe, mon brave ami, qu'il y a peut-être des habitants dans la Lune. Eh bien, nous ne devons pas leur donner une aussi triste idée de ce qui se passe ici-bas. Oui, non, permettez-moi. Je suis dans le même cas que vous, mon cher, avec ma jambe. S'ils ignorent la guerre, ils doivent continuer à l'ignorer. Oui, ils seront bien assez tôt que les peuples de la Terre emploient le meilleur de leur temps à se dévorer, à se casser bras et jambes, quand ils ne font que se les casser.
Et cela sur un globe terrestre peuplé de dizaines de millions d'habitants et qui pourrait en nourrir 100 milliards. Mais si vous arrivez en morceaux, vous serez peut-être plus incomplet que moi. Aussi n'arriverons-nous pas en morceaux. D'ailleurs, à quoi servirait notre expérience s'il ne restait personne ici pour l'observer? Et vous êtes le seul à qui puisse être confiée cette mission essentielle. J'admets ce dernier argument. Mais c'est un grand sacrifice que vous me demandez. Nous savions que vous seriez à la hauteur de cette tâche. Et nous vous remercions. Michel Ardan, le héros en face du canon, un document unique, messieurs, dames, existe en 3 tailles. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, Maston, quelle nouvelle m'apportez-vous? Tout est-il prêt pour cette avant-dernière expérience? Oui, votre petite chatte s'est laissée sans difficulté enfermée dans ce petit obus. Oui, vous voyez, il valait mieux que je ne sois pas là. Et si bien capitonné qu'on aurait dit un écrin. Et elle est en compagnie de mon cher petit écureuil. Vous semblez parler de lui avec angoisse. Vous pensez bien que si j'avais pensé qu'il risquait quoi que ce soit, je n'aurais pas sacrifié cette petite bête? Si nous ne pouvons pas expérimenter les effets du choc à l'arrivée, du moins pourrons-nous évaluer ainsi, dans une certaine mesure, les conséquences de la secousse du départ. Mais un chat, je comprends, mais que vient faire ici cet écureuil? Nous avons voulu savoir comment réagirait un animal, en somme, peu sujet au vertige. Mais dépêchons-nous, tout cela va être très rapide. L'obus, une fois lancé dans l'eau, sera rapporté sur le rivage en quelques minutes. Et je veux être là quand on délivrera cette petite bête à laquelle je tiens. Et moi, mon écureuil? Mais oui, parce qu'il va arriver à ça. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, les par ici, ils ont l'obus. À toi, président, l'honneur de délivrer ces héros. Oh, Minette. Minette, viens ici, ma brave petite bête. Regardez, comme elle a l'air satisfaite de son voyage. Mais où est mon écureuil? Mon Dieu, mais où est mon écureuil? Oh, mais enfin, il s'est pas sauvé, voyons, en tout cas. Quoi? Ah, mais regardez cette queue! Et cette patte! Oh! Oh! Monsieur le Président! Votre chatte a mangé mon écureuil! Mais ce n'est pas possible! C'est pourtant vrai. Je suis vraiment désolé, croyez-le bien. Mais c'est une conséquence si imprévue. Maston. Vous n'y êtes pour rien. C'était une petite bête si intelligente. Espérons que pareil accident ne nous arrivera pas. Un homme va passer 8 jours dans l'obus. Tous les détails. Jeune homme, un journal. Vous sauvez pas comme ça, quoi. Alors, mon cher Maston, vous êtes toujours décidé? Plus que jamais. Puisque je ne peux pas prendre part au grand voyage, c'est bien le moins que je puisse servir à quelque chose. Et vous voulez vraiment rester enfermé 8 jours, sans communication avec l'extérieur? C'est la condition essentielle de l'expérience. Votre voyage devait durer, d'après nos calculs, 97 heures, 13 minutes et 20 secondes. Si je reste enfermé 192 heures, je pense que ce sera concluant. Évidemment, mais... Il n'y a pas de mais. Quand vous serez parti, vous n'aurez pas le loisir de revenir en arrière, n'est-ce pas? En tout cas, je crois vraiment que nous avons pensé à tout. La nourriture ne vous manquera pas. Vous avez suffisamment de chlorate de potasse et de potasse caustique pour détruire l'oxyde carbonique et refaire de l'oxygène. Si seulement j'avais encore mon écureuil, je l'aurais emmené. Il n'aurait couru aucun danger. Saisissez-vous, mon cher, et songez à l'admirable expérience que vous allez entreprendre. C'est elle qui assurera notre sécurité. Eh bien, je suis prêt. Nous sommes le 12 novembre. Il est 6 heures du matin. Le 20 de ce mois, à 6 heures du soir, nous nous reverrons. Mes chers amis, vive l'Amérique. Enfermez-moi. Cela me fait quelque chose tout de même. Demandez les dernières nouvelles. Aujourd'hui à 6 heures, délivrance du prisonnier. Tous les détails. Ouverture de l'obus. Lisez tous les détails. Demandez les dernières nouvelles. Vous avez l'heure exacte? Oui, il reste une demi-minute. Ardan, à toi l'honneur de le délivrer. Non, cher Barbicane, c'est à toi. En tout cas, ne le laissez pas attendre plus qu'il ne faut. Alors, j'ouvre. Oh! Le voilà! Oui, mes amis, c'est moi.
Et ma parole, il a engraissé. La poudre est en place. Dernier préparatif des héroïques passagers. Photographie de l'obus. Un document unique. Voyez les derniers détails. Vous croyez qu'il ne manque plus rien? J'ai installé moi-même les armes. Qui sait contre qui nous aurons peut-être à les utiliser? Vous avez mis aussi les pics, les pioches et les scies? Bien entendu. Et les graines? Elles y sont. Si vous m'aviez écouté, vous auriez emporté un peu de terre. Nous avons de l'eau pour 2 mois, n'est-ce pas? Et moi, j'ai les cartes. D'ailleurs, mes amis, vous ne serez pas abandonnés, je suis là. Non, pardon, nous sommes là. Oh oui, nous sommes là. Et nous pourrons au moins servir à vous envoyer, lorsque les conditions seront à peu près favorables, des obus pleins de vivres. Nous y comptons bien. Joignez-y des nouvelles, si c'est possible. Soyez assuré, mon cher secrétaire, que de notre côté, nous mettrons tout en œuvre pour communiquer avec nos bons amis de la Terre. Départ ce soir, dernier préparatif. Voyez les nouvelles. Gilet Palamante. Qui veut du gilet Palamante? Sangaré au vin de Bordeaux. Sangaré, avis aux amateurs. Oh, la lune! Oh, regardez la lune, là-haut! Eh ben là-haut! Elle est là-haut, la lune? Oui! Mais je la vois pas, Mais moi. si! Ah tiens, les voilà tous les trois! Là, à droite, à droite. Vive l'Amérique! Vive l'Amérique! Vive l'Amérique! Chut! Taisez-vous! C'est l'heure! Regardez! Regardez, ils vont entrer! Celui qui rit, c'est Ardent! Le français? Et tous ces gens autour d'eux, vous les connaissez? Oh, ce sont des étrangers. On est venu du monde entier pour les saluer. Ainsi, mes chers amis, le grand moment est arrivé pour nous. Si je partais tout de même avec vous, il est encore temps? Impossible, malheureusement. Regardez la lune, elle nous nargue, ne la faisons pas attendre. Oui, en route! Au revoir à tous! Au revoir! Au revoir! Non, passez Barbicane, je vous prie. Non! C'est pas moi qui pars! Je reste! Souvenez-vous! La raclette! 36, 37, 38, 39, 40, feu! Dernière nouvelle, édition spéciale, l'obus est parti. Tempête sur le monde, les océans démontés. Dernière nouvelle, le Times, demandez le Times. Des vaisseaux coulés dans le monde entier, la déflagration attendue à l'autre bout de la Terre. Voyez le Times. Alors, on ne sait toujours rien. Comment voulez-vous? Le ciel est noir comme de l'encre. Et à l'observatoire de Cambridge? C'est la même chose. Monsieur Maston y est, paraît-il. Il ne peut pas empêcher les nuages. Si l'obus n'était pas arrivé, il serait retombé. Et en Europe, est-ce qu'il fait mauvais aussi? Non, mais les instruments ne sont pas assez puissants. Oh, du soleil! Oh, il est déjà caché. Mes amis, mes chers amis, j'ai du nouveau pour vous. Car il est juste que les membres de notre illustre club soient les premiers avertis. Le projectile que nous avons lancé a été enfin aperçu par l'observatoire de Cambridge, dans le Massachusetts, le 12 décembre à 8h47 du soir. Oui, mais ce projectile n'est pas arrivé à son but. Mais il est cependant passé assez près pour être retenu par l'attraction lunaire. Et là, son mouvement s'est changé en un mouvement circulaire qui l'a entraîné suivant une orbite elliptique autour de la Lune. Que notre obus est devenu un véritable satellite de la Lune, oui. Comment ça? Mais alors nos amis? Eh bien, ils sont entraînés aussi. Alors, 2 hypothèses peuvent être envisagées. Ou bien, l'attraction de la Lune finira par l'emporter et nos chers voyageurs atteindront le but de leur expédition. Ou bien, les choses resteront dans l'état où elles sont. Et le projectile gravitera autour du cercle lunaire jusqu'à la fin des siècles. Non, mais n'oubliez pas que je suis chargé de veiller sur eux et je ne faillirai pas à mon devoir, quoi qu'il advienne. À partir d'aujourd'hui, je m'installe au laboratoire et je ne le quitterai ni jour ni nuit, car, écoutez-moi bien, mes amis, je garde ma confiance. Oui, je garde ma confiance à ces héros, parce que 2 Américains et 1 Français unis ne peuvent pas manquer de triompher de tout.